Bonjour, je m'appelle Élodie Rabé et vous écoutez Hors Texte, le podcast d'actualité de La Voix du Nord. À quelques jours du premier tour des élections municipales, plusieurs communes du Nord et du Pas-de-Calais concentrent toutes les attentions. À Lille, la capitale régionale, la gauche joue la conservation d'un bastion symbolique. À Roubaix, ville marquée par une abstention très forte et de profondes fractures sociales, la campagne pourrait déboucher sur un scénario inédit. Et à Calais, sur le littoral, la maire sortante affronte un Rassemblement national très puissant dans la région, mais qui peine encore à transformer ses scores nationaux en victoires municipales. Trois villes qui disent beaucoup de l'état du paysage politique dans le Nord et le Pas-de-Calais, aujourd'hui profondément fragmenté, et que nos sondages réalisés avec l'IFOP permettent d'éclairer. Alors, où les équilibres peuvent-ils basculer ? Quels sont les principaux rapports de force dans cette campagne ? Et ces municipales peuvent-elles marquer un nouveau tournant politique dans la région à un an de l'élection présidentielle ? Dans ce deuxième épisode consacré aux élections municipales, on se penche sur les principaux points chauds du scrutin dans la région. On en parle avec Laurent Decotte et Sébastien Leroy, tous les deux journalistes au service régional de la rédaction et spécialistes de la vie politique locale. Bonjour à tous les deux. Bonjour Élodie. Bonjour Élodie. Alors, pour commencer, ce scrutin se présente à nous dans un contexte politique national très particulier. Emmanuel Macron au plus bas dans les sondages, Marine Le Pen en attente d'une décision judiciaire qui pourrait la priver d'élection présidentielle suite à l'affaire des assistants parlementaires, l'extrême gauche sous le feu des critiques après la mort du militant nationaliste Quentin Derenque, le Parti socialiste au point mort. Alors, comment s'organisent les candidats locaux dans ce contexte et cette ambiance délétère, si je peux dire? Aujourd'hui, d'après les enquêtes d'opinion, un quart des Français vont voter sur des enjeux nationaux. En tout cas, déclare-t-il. Néanmoins, on sait que le national va peser. Il va d'autant plus peser qu'on est à un an du présidentiel. Donc forcément, le soir des résultats, alors ce dimanche, mais aussi dimanche prochain, tout le monde va s'intéresser un peu au score des partis. On va se poser la question de savoir est-ce que le RN a réussi à transformer l'essai, à convertir sa force nationale en conquête municipale. On va se demander si le Parti socialiste est toujours la première force de gauche ou pas. Le national va forcément colorer cette élection municipale et peut-être plus qu'elle ne l'a fait en 2020. En tout cas, dans les grandes villes, ça c'est une certitude, parce que Laurent a raison, c'est municipal, c'est une préchauffe de l'élection présidentielle, et une contre-performance sera forcément à mettre au débit du parti qui réalisera une contre-performance en vue de la présidentielle dans un peu plus de 12 mois. Et à l'inverse, une grosse performance peut servir d'élan et de base de lancement pour un parti qui émergerait lors de ces municipales. Même si, encore une fois, les élections municipales, elles sont surtout centrées sur des enjeux locaux. Les gens se déterminent en fonction du bilan de leur maire, des projets qui sont présentés, et globalement, ça se joue comme ça pour à peu près 3/4 des gens interrogés. Le contexte international aussi, le conflit au Moyen-Orient, la guerre qui dure en Ukraine, l'instabilité de Donald Trump, est-ce que ça pourrait jouer, notamment sur l'abstention peut-être, alors qu'on sait que les élections municipales restent celles qui mobilisent le plus tout de même? Il est vrai que ça ne sert pas les municipales, ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que ça confisque un peu l'espace médiatique. Il aura échappé à personne que le prix de l'essence est en train d'augmenter de manière extrêmement importante depuis le début du conflit en Iran. Et ça peut avoir un impact. D'autant que là, on voit bien que les acteurs politiques nationaux, les uns après les autres, débattent de ce qui pourrait être fait ou pas fait pour juguler cette crise énergétique. Et ça pourrait donner du carburant national et international dans les déterminants du vote au municipal. Si le prix du gasoil, en l'occurrence, est encore autour de 2 €, voire un peu au-delà, un vote de colère aussi pourrait s'exprimer. Ces effets économiques locaux pourraient avoir une petite influence sur le vote. C'est un contexte particulier, pas forcément plus particulier que pour les dernières élections municipales puisqu'on était sous Covid, donc chaque élection doit faire avec son contexte national et international. Mais cette année, les points chauds et les enjeux semblent plus ouverts qu'il y a 6 ans. Effectivement, par rapport à 2020 où le Covid avait un peu tout gelé et il y avait une surprime au sortant, là, le jeu est plus ouvert, notamment parce qu'il y a aussi des fins de cycle qui commencent à s'initier un peu partout dans la région. Et puis voilà, donc il y a des enjeux, oui, surtout grandes villes, parce que c'est là où il y a la plus grande conflictualité, où il y a le plus de listes. Je rappelle quand même que dans cette élection municipale, on est dans une élection qui est très peu conflictuelle. Sur 1534 communes, il y en a 886 où il n'y a qu'une seule liste qui se présente.
présente. Dans les petits villages, dans les communes jusqu'à 3500 habitants, c'est très peu conflictuel. Dans 75% des communes, on connaîtra finalement le maire dès le soir du premier tour. Donc le Delta, les quelques 200 communes dans lesquelles il y a une plus forte conflictualité, c'est là que va se porter l'attention, alors l'attention médiatique, mais aussi l'attention de l'analyse politique, puisque c'est de là qu'on pourra tirer les principaux enseignements du scrutin. Pour comprendre ces municipales, nous avons regardé de près quelques villes clés, grâce notamment à des sondages IFOP réalisés pour La Voix du Nord, France 3 et ICI, et qui donnent une image des potentialités au soir du premier et du second tour. Commençons par Lille, capitale régionale, qui, si les résultats du sondage se confirment, verrait donc Arnaud Deslandes, successeur de Martine Aubry, élu sans aucune difficulté, de quoi rassurer le PS qui garderait donc cette ville emblématique comme une vitrine nationale. Mais alors quel regard portent notamment les écologistes menés par Stéphane Bally et passés à 2 doigts de la victoire en 2020 sur ces projections ? Stéphane Bally reste optimiste. Globalement, il est deuxième. Alors, c'est une contre-performance dans le sondage, même s'il y a eu d'autres sondages depuis ou qui le situent un petit peu plus haut que notre sondage. Voilà, ça se joue à quelques pourcents, 4-5% l'écart avec Arnaud Deslandes. Mais ce qui est quand même plutôt une contre-performance par rapport au contexte de 2020 où Stéphane Bally avait été battu juste de 227 voix par Martine Aubry à l'époque, où c'était vraiment passé très très près. Mais à l'époque, en 2020, on était sur une vague un peu verte dans la foulée des européennes de 2019. Les thématiques écologistes étaient prégnantes dans l'espace public. C'était quelque chose qui intéressait les gens. Elles ont reflué, clairement, dans le débat public. Et les positions, elles sont quand même un peu figées avec Arnaud Deslandes qui se dégage en tête, ce qui est plutôt un pari réussi pour lui. C'était pas évident il y a un an. Il était dans l'ombre de Martine Aubry. Il a souffert d'un déficit de notoriété qui a, semble-t-il, plutôt pas mal rattrapé. Ce qui va être intéressant dimanche soir, ça va être sans doute le positionnement des uns et des autres en vue d'une éventuelle alliance. Je rappelle que les candidats ont 2 jours pour se déterminer s'ils veulent fusionner leur liste. Toutes les listes qui ont plus de 5% peuvent fusionner et plus de 10% peuvent se maintenir. Donc ça veut dire qu'on peut potentiellement avoir une quadrangulaire, voire une pentagulaire à Lille si le RN passe le cap des 10%, ou alors des mouvements de fusion de listes. C'est là qu'est toute la question. L'idée, c'est de savoir où vont aller surtout les écologistes ? C'est là la grande question, parce que dans l'hypothèse où ils arrivent deuxième, alors soit tout le monde se maintient et là il n'y a plus de question, a priori Arnaud Deslandes est réélu. Soit les écologistes décident de fusionner avec le Parti socialiste parce qu'à un moment donné, ils veulent exercer le pouvoir aussi, ils veulent, pourquoi pas, négocier un poste de premier adjoint avec Arnaud Deslandes, ce qui pourrait avoir du sens. En tout cas, ça fait partie des hypothèses qui sont émises. L'alternative, c'est il y a une forme de tension au sein des écologistes par rapport à ça. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt aller fusionner avec la liste LFI, qui pousse à ça d'ailleurs pour un peu fracturer les écologistes, qui sont un peu divisés sur la ligne adoptée face à LFI. Donc ça, ce sera intéressant à regarder, parce qu'effectivement, une fusion de liste écologiste-LFI, c'est pas tout à fait la même donne. Encore une fois, même si notre sondage souligne que dans cette configuration, Arnaud Deslandes pourrait l'emporter quand même, mais sans doute un peu moins largement. Et puis encore une fois, il y a des dynamiques de campagne d'entre-deux tours et des reports de voix aussi dans tous les sens. Donc ça va être très très intéressant de regarder ce qui va se jouer dès dimanche soir jusqu'à mardi 18h, dépôt des listes à la préfecture, parce que là, à mon avis, il va y avoir des tractations. Et d'ailleurs, les socialistes, d'ores et déjà, font des appels du pied, clairement, aux écologistes. J'ai interviewé Sarah Kerich, qui est la première fédérale du Parti socialiste dans le Nord, qui me disait, mais il faut que les écologistes reviennent au conseil municipal, c'était une incongruité qu'ils n'y soient pas. Traduction, alliez-vous avec nous. Et quand je lui dis, oui, mais peut-être que toute la liste ne voudra pas s'allier avec vous, et là, elle répond, oui, mais j'ose imaginer que s'il y a un accord, cet accord sera respecté. Ça veut dire, ce sera à Stéphane Bally de le faire respecter. Au milieu de tout ça, il y a Violette Spilbout pour le parti Renaissance. Elle était tout de même pressentie pour être ministre de l'Éducation au gouvernement Michel Barnier. Est-ce que ça serait une déconfiture pour elle, ces 15% au premier tour ? 15-17%, disons, en fonction des intentions de vote, c'est son socle en fait. C'est ce qu'elle réalise en 2020. Elle pâtit
aussi de la présence d'une liste de droite, qui sans doute lui aspire une partie de l'électorat qui pourrait se porter vers elle. D'ailleurs, elle en tient grief beaucoup au candidat de droite, Louis Delemere, dont elle ne cesse d'appeler à ce qu'il se retire, ou en tout cas, voilà. Donc elle plafonne un peu, Violette Spielbout, et elle aura à cœur de jouer un rôle entre les deux tours, mais on voit pas bien lequel, en fait. Ce que dit ce sondage aussi, je trouve, c'est à quel point Lille est une ville de gauche. Quand on fait le total des scores, en tout cas donnés dans le sondage, on arrive à 64%, ce qui est beaucoup. Hein. Et à l'inverse, c'est une ville qui n'est absolument pas, pour l'instant, en tout cas, ouverte à l'extrême droite, puisque, on le voit, Mathieu Vallée est donné sous les 10%. Pourtant, c'est une personnalité assez connue, on le voit sur les plateaux télévisés. Alors certes, il n'a aucun ancrage local, mais c'est une personnalité visible sur CNews notamment, et qui a en plus bénéficié là, récemment du passage de Jordan Bardella. Et il y a un enjeu, c'est-à-dire que plus ou moins 10% pour Mathieu Vallée. L'enjeu, c'est la présence de conseillers RN à la métropole européenne de Lille. Alors, ils vont pas décrocher la mêle, personne n'y croit, eux non plus. Mais ce serait une présence symbolique forte. Être dans l'opposition, c'est pas forcément un échec quand on est en territoire de mission. C'est aussi commencer à s'implanter et puis parfois prospérer pour les coups d'après. On a parlé de Lille, parlons maintenant de Roubaix. Roubaix qui pourrait devenir le laboratoire de la France insoumise avec la victoire de David Guiraud, un cas unique en France où un candidat insoumis parviendrait à remporter sur son nom un score quasiment égal à celui de Jean-Luc Mélenchon. Il se passe quelque chose à Roubaix, pour l'extrême gauche en tout cas. Comment on l'explique ? Il y a plusieurs choses. David Guiraud, c'est un député actuellement de Roubaix depuis 2022, qui a choisi clairement l'implantation locale. Il est sur le terrain, il anime un certain nombre de choses à Roubaix. Parfois, quand il y a des contestations locales, je pense au quartier de l'Alma où il y avait une contestation sur le renouvellement urbain, il est monté en première ligne, il était à la manœuvre, y compris en allant au clash avec le maire Guillaume Delbar à ce moment-là. Point 1, il y a ça. Point 2, il y a un électorat insoumis, incontestablement, à Roubaix. Jean-Luc Mélenchon fait 52,5% à la présidentielle en 2022. Et là, oui, c'est la captation finalement d'un vote un peu communautaire quand même, autour de l'électorat musulman ou supposé musulman, sur lequel finalement les insoumis prospèrent depuis 2022, y compris au prix d'un retournement idéologique sur la laïcité, par exemple au niveau national de Jean-Luc Mélenchon. Il y a la conjonction de plusieurs choses, et puis on est sur un terrain socialement défavorisé, qui est plutôt à gauche. Finalement, le fait que la droite gère cette ville en 2014 était plutôt une exception dans l'histoire de cette ville qui, je le rappelais la semaine dernière, qui a vu naître quasiment le socialisme municipal à l'époque. De toute évidence, et d'ailleurs David Guiraud fait campagne là-dessus, il s'agit de remettre Roubaix sur le devant de la scène nationale, c'est ce qu'il dit. Il joue beaucoup sur cette corde sensible de la fierté en fait, parce que effectivement Roubaix est souvent dépeinte médiatiquement par les médias nationaux par des traits négatifs. Or Roubaix est une ville qui a beaucoup d'atouts. Et David Guiraud joue beaucoup là-dessus, a capté ça et veut remettre Roubaix, comme il le dit, sur le devant de la scène, sur des aspects plus positifs, parce qu'effectivement, il y a des aspects très positifs à Roubaix, sans minimiser les difficultés. Donc voilà, ce sera un symbole. Évidemment, nationalement, il n'est pas du tout impossible, par exemple, que samedi soir, on ait beaucoup de médias nationaux à Roubaix. Contrairement à Hénin Beaumont, d'ailleurs, il n'y a pas d'enjeu, ça va rester RN. En revanche, la grande bascule médiatique, elle sera sans doute scrutée dès dimanche soir, même si, en toute hypothèse, il devrait y avoir un second tour quand même à Roubaix. Néanmoins, Roubaix reste une ville où l'abstention est toujours très forte. On l'a dit, c'est une ville avec beaucoup de difficultés sociales et ça entraîne souvent moins de participation au vote. Est-ce que ça affaiblit la légitimité du maire? Est-ce que les opposants de David Guiraud vont évidemment jouer là-dessus s'il est élu le soir du 22 mars? Il serait quand même ça serait un peu malvenu parce que c'est historique. Enfin, en tout cas, ces derniers temps, Guillaume Delbar n'a pas été mieux élu que ne le serait David Guiraud. En revanche, ce qu'il va falloir observer, c'est si les jeunes en particulier vont bien voter, parce que s'ils vont voter, ils voteront majoritairement, très majoritairement pour David Guiraud. Alors que d'après le sondage, seulement 19% des retraités s'apprêteraient à voter pour David Guiraud. Donc on sent bien l'enjeu là, c'est-à-dire que les jeunes aillent vraiment aux urnes. Moi je me souviens d'un reportage comme ça, un lendemain d'élection à Mont-Saint-Barreul, dans un quartier, et parce qu'il y a eu un appel fort à aller voter, en l'occurrence insoumis, et les jeunes sont allés vraiment massivement voter. Tous nous ont dit oui, on est allés, parce que le mot d'ordre était passé, quoi.
On pourrait alors, selon toi, avoir un regain d'électeurs dimanche à Roubaix ? David Guiraud, il s'y emploie, de toute façon, une figure éminente des réseaux sociaux et de TikTok en particulier. Donc c'est une stratégie de mobilisation de la jeunesse là où elle est. Ce qui est frappant aussi dans notre sondage concernant Roubaix, c'est la dégringolade de la droite, dans un contexte particulier évidemment, puisque Guillaume Delbarre, maire élu depuis 2014, a été condamné dans une affaire de fraude fiscale et soumis à une peine d'inéligibilité et donc remplacé au pied levé par Alexandre Garcin. Et c'est surtout, moi, ce qui est manifeste, c'est qu'il y a 6 ans, alors dans un contexte de Covid particulier, où on vote pour le sortant, mais il y a 6 ans, c'était Guillaume Delbarre qui était dans ces eaux-là, qui était à 40-41% au premier tour. Et donc, Alexandre Garcin, qui remplace Guillaume Delbarre à la tête de la liste de droite et du centre, il est crédité de 18%. Donc c'est un effondrement de la droite. Et c'est à mettre quand même au débit du dernier mandat de Guillaume Delbarre, qui a été marqué par les affaires judiciaires, une instabilité au plan local, vraiment à Roubaix, des contestations, on en a parlé tout à l'heure, dans le quartier de l'Alma, enfin voilà, d'un mandat qui a été vraiment très difficile et qui probablement a coulé par le fond la majorité municipale à Roubaix. C'est quasi injouable pour la droite sortante à Roubaix. Les municipales, c'est aussi des élections d'alliance. Entre le premier et le second tour, les listes peuvent fusionner ou se retirer, on l'a dit tout à l'heure. Est-ce que ces jeux d'alliance pourraient être décisifs ici, puisqu'on le voit depuis quelques jours, voire quelques semaines, certains affichent une volonté de front anti-France Insoumise, avec une possible alliance entre Karim Amrouni, donc candidat du PS, et celui du centre-droit, Alexandre Garcin. Est-ce que c'est possible aujourd'hui, et même est-ce que ça pourrait faire perdre David Guiraud ? C'est toute la question. Enfin, c'est la constitution d'un tout sauf Guiraud, d'un front anti-Guiraud qui va en plus sans doute être poussé nationalement. Enfin, clairement, les états-majors nationaux vont s'emparer de la question et communiquer abondamment. Je pense aux partis de droite qui seront peut-être troisième et donc qui vont pousser Alexandre Garcin soit à fusionner avec Karim Amrouni. Bon, c'est possible, mais ça paraît difficile, ou à se retirer. Alors après, est-ce que ça fait automatiquement partir les électeurs d'Alexandre Garcin chez Karim Amrouni ? C'est pas certain. L'autre question, c'est aussi que fera le Rassemblement national ? Il y a un gros enjeu, y compris national, sur l'attitude de Céline Sayat, la candidate du RN à Roubaix, dans la perspective de ce tout sauf Guiraud qui pourrait se monter. On part sur un autre secteur, sur le littoral, à Calais cette fois. On est dans une confrontation droite locale, Rassemblement national, avec la maire Natacha Bouchard et Marc de Florian, député RN de la 6e circonscription du Pas-de-Calais. Mais finalement, le sondage et les experts expliquent que Natacha Bouchard pourrait repasser dès le premier tour. Preuve que les élections municipales ne sont pas du tout un scrutin national et où les candidats RN sont parfois moins crédibles que les autres alors ? Clairement, si ce que dit le sondage se vérifie dimanche soir, à mon sens, on est à la quintessence du vote local à Calais. C'est typiquement l'exemple même de l'élection alors dans une grande ville qui se joue sur des enjeux locaux, plus que sur des enjeux nationaux qui pourraient être porteurs par ailleurs pour le Rassemblement national, mais qui se confrontent sur le terrain local au bilan d'une maire, dont on peut penser ce qu'on veut, mais qui a agi pour sa ville quand même depuis qu'elle est élue en 2008, et puis d'une personnalité qui s'est très peu mêlée finalement de politique nationale. Natacha Bouchard, elle incarne une figure locale qui parle au national, même au président de la République, de sa ville. En fait, elle est porteuse de sa ville, des problématiques de sa ville. Elle fait pas autre chose, en fait. Ça veut dire que pour le RN, qui va se confronter à elle, avec un candidat qui n'est plus un parachuté, qui l'était en 2020, Marc de Florian, mais qui ne l'est plus en 2026, mais dont la rhétorique de l'implantation est écrabouillée par le fait qu'on a une maire qui est encore plus implantée, qui incarne quasiment sa ville, quoi. C'est assez étonnant parce que, rappelons-le, tu l'as dit, Elodie, mais il est député. C'est-à-dire qu'il a réussi aux législatives, alors qu'il semble qu'il n'y arrivera pas du tout aux municipales. Et pourtant, aux législatives, moi je me souviens être allé faire un reportage sur un marché où Natacha Bouchard était à quelques mètres de Marc de Florian pour tracter pour le député à l'époque Pierre-Henri Dumont, donc député de droite, mais ça n'a absolument pas suffi. En revanche, sur sa propre personne, au municipal,
ça semble très bon pour elle. Ouais. Ça nous rappelle qu'au municipal, on vote pour un maire quand même avant tout. C'est un scrutin qui est très très personnalisé. On voit donc ici concrètement la difficulté du RN à transformer les scores nationaux en victoire municipale, mais certains parlent tout de même de la possibilité de gagner Lens. Nous n'avons pas fait de sondage sur cette ville, mais on est obligé d'en parler. Ce serait un séisme pour la gauche. La force symbolique de cette ville, c'est-à-dire c'est la capitale politique du bassin minier. Donc oui, ce sera un séisme, un désastre pour la gauche et pour le Parti socialiste, et ce serait une très grande victoire pour le RN. En plus, bon voilà, Lens, encore là, ce week-end au stade, les supporters ont déployé une banderole pour rappeler la catastrophe de Courrières. Enfin, il y a une identification tellement forte aux mineurs, à notre histoire ouvrière, qu'effectivement, pour le RN, ce serait une victoire forte, et pour la gauche en général, de toute façon, une défaite. Mais bon, les socialistes semblent confiants. Ils sont confiants. Ils disent que leur candidat, donc Sylvain Robert, le maire sortant, fait une bonne campagne. Il a pour lui une toute nouvelle piscine très, très belle qu'il a fait construire. Il a un nouveau quartier juste à côté. La ville a changé. En 2020, Sylvain Robert gagne largement contre Bruno Clavet. Il est réélu dès le premier tour. La question, c'est de savoir si on sera dans le même rapport de force. C'est pas certain. Bruno Clavet est monté depuis. Il est député de Lens maintenant, depuis 2024. Donc voilà, il y a une forme de légitimation par le suffrage universel de Bruno Clavet du coup. Et donc là, oui, on va être dans une configuration intéressante où en plus on n'a que 3 listes à Lens. Et donc il y a forte probabilité pour que finalement on connaisse le résultat des dimanches soirs. Puisque la 3e liste, c'est une liste lutte ouvrière, et sans faire injure à cette candidature qui est bien légitime, rarement les listes lutte ouvrière dans les élections municipales obtiennent plus de 100 à 200 voix. Donc il faudra regarder quel est le rapport de force. Est-ce qu'on est dans le même étiage que 2020 ? Est-ce que le rapport de force est totalement inversé s'il y a une victoire du RN ? Et là, effectivement, ce sera un coup de tonnerre à Lens, très clairement. D'autant que d'autres villes voisines de Lens sont aussi un peu dans le viseur, on en a parlé la semaine dernière, du Rassemblement national. En tout cas, si Lens bascule RN, la probabilité est forte que d'autres villes auront basculé RN aussi, je pense. Oui. Ouais, des villes moyennes peut-être. Et puis ça pourrait même avoir un effet d'entraînement pour le second tour dans ces fameuses villes moyennes en plus. Ouais. Il y a évidemment de nombreuses autres villes où nous aurons le regard porté, ces 15 et 22 mars. On pense à Tourcoing, la ville de Gérald Darmanin, à Valenciennes, où le maire sortant Laurent de Gallet comparaissait au tribunal mi-février pour complicité de prise illégale d'intérêt et subornation de témoins. On pense aussi à Dunkerque, où l'ancien ministre d'Emmanuel Macron, Patrice Vergrit, devrait sortir grand vainqueur. On ne peut pas toutes les citer, évidemment, car nous serons présents partout sur le terrain. Mais pour conclure, selon vous, est-ce que les grandes batailles seront déjà jouées au soir du premier tour, ou est-ce qu'on devra attendre le soir du 22 mars pour s'assurer de conclusions posées ? Alors, il y aura beaucoup de choses qui seront jouées au soir du premier tour. 3/4 des communes de la région où on connaîtra le maire dès dimanche soir. Mais effectivement, il y aura encore un peu de suspense dans de nombreuses villes pour le 22 mars. Je pense à Lille, évidemment, Maubeuge peut-être, Cambrai. Voilà, enfin, il y a encore beaucoup de villes où des choses vont se décider le 22 mars. Et pour ces villes-là, il sera intéressant, encore une fois, de regarder ce qui va se jouer en coulisses entre dimanche soir et mardi soir, dépôt des listes pour le second tour, parce que là, il va y avoir beaucoup de tractations locales. Il va sans doute aussi y avoir beaucoup de messages nationaux, de positionnement, de retrait de candidature des uns et des autres. Ça va jouer tactique dans les 48 heures qui vont suivre le premier tour, avec des arrière-pensées forcément tournées vers le coup d'après, vers la présidentielle. Donc oui, il faudra suivre ça et y être attentif. D'autant que même si on a des grilles de lecture, il n'empêche qu'à part les 3 sondages dont on vient de parler, c'est quand même une élection où il n'y a pas de sondage dans la grande majorité des communes. Et donc, c'est quand même la grande surprise le soir du premier tour. Ça arrive à chaque élection d'avoir de ci de là des résultats auxquels on s'attendait pas. Et c'est heureux parce que c'est la démocratie et au bout du bout, ce sont les électeurs qui décident. Ça veut dire que la démocratie, elle est vivace aussi et que elle se laisse pas saisir si facilement. Les jeux ne sont jamais joués complètement avant, y compris dans les villes pour lesquelles on a fait des sondages. Tout peut se jouer jusqu'à ce que le bulletin soit glissé dans l'urne et il faut aller voter dimanche.
Merci beaucoup à vous deux pour ces éclairages passionnants. Les municipales des 15 et 22 mars s'annoncent donc comme un moment très important pour la région. Entre bastions qui résistent, villes sous tension et possible bascule, la carte politique régionale pourrait encore évoluer. Pour suivre cette campagne et comprendre ces enjeux, vous pouvez retrouver l'ensemble de notre dossier spécial municipal sur notre site. Analyse, interview, décryptage, vidéo et reportage de terrain. Le soir des 2 tours, nos journalistes seront également mobilisés partout dans la région pour vous faire vivre les résultats en direct. Et dès le lendemain des élections, nous vous proposerons exceptionnellement un nouvel épisode de notre podcast Hors Texte pour analyser les résultats et les enseignements du scrutin. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des commentaires sur votre plateforme d'écoute préférée. Hors Texte, c'est le podcast d'actualité de La Voix du Nord à retrouver tous les jeudis.